Le Myanmar, un peuple et une contrée extraordinaires, est désormais une des destinations les plus convoitées depuis la libération d'Aung San Suu Kyi et son accession au pouvoir. Pour notre 5e voyage dans ce pays exceptionnel, nous avons fait le choix de tracer une verticale entre Mandalay au centre, l'ancienne capitale royale, et Moulmein au sud, la première capitale de la Birmanie britannique, qui est à présent celle de l'État Mon, dans une partie assez méconnue du pays, en utilisant tous les transports à notre disposition, voitures, avions, trains, bateaux, motos. Impossible de découvrir Mandalay sans commencer par un coucher de soleil sur le pont Ubain qui traverse le lac Tongtaman. C'est l'une des vues les plus étonnantes de Birmanie et c'est là que nous commençons notre périple. Aux alentours d'Amarapura, à 11 km de Mandalay, le pont d'Ubain est notre point de chute incontournable. C'est un lieu exceptionnel. En 1860, le roi Mindon décide de construire une nouvelle capitale, Mandalay. Il a littéralement déplacé son palais, brique par brique, à dos d'éléphant. Beaucoup de belles colonnes en teck qui faisaient partie de l'ancien palais, mais n'avaient plus leur place dans la nouvelle conception, ont servi, sur décision du maire de l'époque, à la construction de ce pont de 1200 mètres, enjambant un lac qui porte son nom. On y voit également encore de nombreux pêcheurs à la main. Au coucher du soleil, les étudiants et les moines viennent échanger les nouvelles du monde et exercer leur anglais avec les touristes. Le pont et les silhouettes à contre-jour sur flamboiement du ciel et rougeoiement du soleil font partie des images qui ne peuvent être oubliées. Ce serait commettre une erreur que de ne pas venir admirer la lumière du petit matin sur le pont Ubain. C'est la raison pour laquelle nous rejoignons à nouveau le lac Tongtaman des Potrong-Minay. Le tableau de l'aube explose en pourpre, rose et violet, puis le jour arrive et avec les oranges, les jaunes, au moment où le soleil émerge. Le pont est quasi désert. Les pêcheurs, eux, sont déjà là, à pied ou en barque, éparpillés aux 4 coins du lac, qui lancent inlassablement leurs filets dans la chaleur montante du jour. Le temple de Mingun est un stupa monumental inachevé, commencé par le roi Bodha Upaya en 1790. Sa construction a été interrompue parce qu'un astrologue avait affirmé qu'une fois le temple terminé, le roi mourrait. Le stupa, s'il avait totalement abouti, aurait été le plus grand du monde. 150 mètres de haut, d'énormes fissures sont visibles sur sa structure depuis le tremblement de terre de mars 1839. C'est quand même le plus gros tas de briques du monde. À quelques centaines de mètres du gigantesque stupa, la pagode blanche de Mingun, dédiée à la princesse Simbuyme, se distingue des autres temples birmans par son style particulier, ce qui la rend très différente du reste des édifices religieux. La conception de la pagode est basée sur les descriptions de la mythique pagode Sulamani sur le mont Meru. Les parties inférieures de celle-ci symbolisent la montagne. 7 terrasses concentriques représentent les 7 chaînes de montagnes qui mènent au mont Meru selon la mythologie bouddhiste. On peut voir toutes les représentations de créatures mythiques dans les niches du sanctuaire, comme les ogres, les serpents ou les nagas, et les nattes ou les esprits. Sur les collines de Sagang émergent près de 600 pagodes et monastères. Parmi elles, la pagode Umin Tonze,
qui a été construite au siècle dernier dans une grotte creusée par l'homme. En forme de croissant, elle recèle une succession très graphique de 45 statues de Bouddhas identiques alignées contre le mur, dans un décor spectaculaire de mosaïques vertes et turquoises. Il nous faut louer une embarcation et une calèche pour rejoindre Inwa et le monastère Bayaga Kyang, édifié en teck massif au XIXe siècle. Il est supporté par 267 pilotis géants. Il fut construit en 1834 sous le règne de Bagidao, au beau milieu des rizières. C'est ici que le roi Mindon fut élevé. Il est supporté par 267 pilotis sculptés, dont le plus grand mesure 18 mètres de long et 2,7 mètres de circonférence, et dispose d'un toit à 3 niveaux d'un côté et 7 niveaux de l'autre. De beaux escaliers en pierre mènent à une terrasse en bois qui contourne tout le monastère. L'ensemble des bâtiments est décoré de sculptures, arabesques florales, figures et reliefs en bois noircis et patinés avec du brai de pétrole. Quelques kilomètres de plus en calèche dans une campagne de rizières d'un vert explosif, et nous atteignons le surprenant monastère Maha Angmye Bonsan, tout en briques et en stuc. Le site est grandiose et désert. Au cœur de Mandalay, c'est la pleine activité. Le marché grouille déjà de vendeurs et de produits frais. On découvre aussi de nombreuses échoppes d'artisans et petits métiers, martelage de feuilles d'argent ou d'or, fabrication de livres autour de la pagode Mahamuni. Celle-ci, également appelée pagode de l'Arakan, a été édifiée en 1784 pour y rapporter un Bouddha venu du royaume de l'Arakan récemment conquis par les Birmans. Elle fut reconstruite à la fin du XIXe siècle suite à un incendie. Au sein de la pagode, on trouve une surenchère d'or, de couleurs éclatantes, de fleurs et de parfums entêtants. Au centre de la pagode trône le Bouddha Mahamuni. Cette très ancienne statue de 4 mètres de haut, elle daterait du 1er siècle, fait l'objet d'une grande vénération de la part des Birmans qui la couvrent de feuilles d'or. Des centaines de fidèles s'y succèdent chaque matin. La couche d'or dépasserait les 20 cm à certains endroits. Seuls les hommes peuvent s'approcher du Bouddha, qui est lavé et parfumé par les moines tous les jours. Quelques stupas de briques bleues coiffées d'or, au cœur de Mandalay, et d'un jardin luxuriant. Le village de Tong Katakan, à 30 km de Moniwa et à 85 km au nord-ouest de Mandalay, abrite ni plus ni moins que la deuxième plus grande statue du monde. Il s'agit du Setkiyar Laokyun, également connu sous le nom de Bodhitatong, un Bouddha géant de 116 mètres de haut dressé sur un socle de plus de 13 mètres. Édifié entre 1996 et 2008, il domine une seconde statue de Bouddha, celui-ci couché dans la position de l'atteinte au nirvana, aux dimensions tout aussi impressionnantes, 110 mètres de long. Un ascenseur vous emmène au sommet de ce Bouddha géant debout, permettant d'admirer la vue panoramique. Le grand Bouddha de Tong Katakan est en compétition avec celui du temple de la source de Henan en Chine, également achevé en 2008, qui culmine à 153 mètres, et considéré, lui, comme le plus grand du monde. Il aurait été construit en hommage au Bouddha géant de Bamiyan, détruit par les talibans en mars 2001. Un troisième Bouddha est en construction, sur la même colline, mais celui-ci est représenté assis, et devrait être cette fois-ci le plus grand de la planète. À 25 km de Moniwa, 2 gigantesques éléphants blancs gardent l'entrée d'un sanctuaire bouddhiste extraordinaire et monument unique en Birmanie, la pagode Sambodey. Elle est impressionnante tant par son temple central que par les 864 stupas en forme de niche, tout en couleur ornées de mosaïques de verre qui l'entourent.
C'est un moine qui, après avoir vécu des années en ermite dans la forêt, mit en chantier cette pagode dans les années 30 et la construction, inspirée par le temple de Borobudur sur l'île de Java, dura plus de 10 ans. Mais le plus surprenant est à l'intérieur. À l'exception des grandes statues, les murs sont entièrement recouverts de statuettes. Leur nombre total est de 582 363. Après une nuit à Moniwa, nous prenons la route de Pakoku et au détour d'une piste poussiéreuse, nous découvrons un ensemble de temples et stupas qui bordent un monastère d'une couleur peu fréquente, un rouge carmin. À une dizaine de kilomètres de Moniwa, niché dans la campagne, nous faisons un stop à Mau, vieux village de maisons en bois où chacun va qu'à sa tâche avec quiétude dans une atmosphère paisible. La localité est réputée pour sa fabrication traditionnelle d'encens sur d'antédiluviennes machines à rouler. Artisanat de corbeilles et paniers en bambou réalisés avec une grande dextérité, à même le sol des maisons. Fabrication d'outils ménagers de base en fer, travail de l'argent et de l'or. Mais la vraie surprise de Mau, c'est son ensemble de pagodes et de temples dans des tonalités roses, blanches, bleutées, pour une grande partie en ruine. Il s'agit d'un ancien site religieux du XVIIIe siècle. Certains de ces édifices sont en cours de rénovation. On y trouve de magnifiques statues cachées dans des stupas délabrés ou en réfection, et des peintures splendides dans un état remarquable. Nous nous perdons plusieurs heures durant dans ce site silencieux, abandonné, et signons entre les édifices chamarrés parfois superbement ornementés. À quelques encablures de Pakoku, l'ancien monastère en bois de Pakangi
a été construit il y a environ 150 ans et nommé, pour des raisons obscures, Second Bagan. Cet ancien monastère a été bâti en 2 ans sur 254 poteaux en teck. Ses portes sont toutes recouvertes de magnifiques sculptures. La pagode de Tilochin, érigée par le roi Alongshittu il y a près de 800 ans, est l'un des monuments qui retient le plus l'attention à Pakoku. Elle renferme des images représentatives du Bouddha, vieilles d'1 millénaire, qui sont les plus vénérées de la région. Nous avons dormi dans une guesthouse très basique nommée Mia Yatanar, où séjourna en août 1983 l'acteur David Duchovny, alors débutant, et connu par la suite comme l'agent Mulder de la célèbre série X-Files. Au cours de la matinée suivante, nous déambulons dans l'immense marché de Pakoku où tout se vend. Épices, feuilles de tabac, poissons séchés, produits étranges parfois non identifiables, vêtements, fruits et légumes, viande et abats, le tout dans une émulsion d'odeurs caractéristique. Pour notre 3e visite à Bagan, nous commençons par un tour sur le fleuve Irrawaddy au coucher du soleil afin de nous imprégner de l'atmosphère du lieu. L'Irrawaddy, véritable aorte du Myanmar, est formé par la réunion de 2 fleuves dans le nord du pays, nés de chaque côté de la frontière du Tibet dans les montagnes de l'Himalaya. Long de 2170 km, il achève sa course en se jetant par un vaste delta dans la mer d'Andaman, une mer tributaire de l'océan Indien. La pagode Bupaya, que l'on voit particulièrement bien depuis le fleuve, aurait été construite au IIIe siècle de notre ère. Jadis peint en blanc, le Bupaya ressemble à un shorthand tibétain. La base est étroite et le sommet renflé, décoré de feuilles. Si la pagode n'est pas particulièrement intéressante en soi, le site mérite le détour. Bagan, jadis orthographié Pagan, est un vaste site archéologique bouddhique de près de 50 km² situé sur la rive gauche de l'Irrawaddy. Du 9e au 13e siècle, il a été la capitale du royaume de Pagan, le premier empire birman. Avec l'Angkor des Khmers, Bagan fut le plus grand empire d'Asie du Sud-Est. Le temple de la Mahabodhi est une reproduction à l'échelle réduite du temple de la Mahabodhi de Bodh Gaya en Inde. Il a été construit par le roi de Pagan Iltominlo au début du XIIIe siècle. Vers 1120, le roi Alongshittu avait envoyé à Bodh Gaya une équipe et des fonds pour réparer le temple de la Mahabodhi. Les plans du monument furent rapportés à Bagan et son arrière-petit-fils Iltominlo décida en 1218 d'en faire effectuer une réplique en briques stuquées. Comme l'original, il est de style architectural Gupta, rectangulaire, avec un haut sikara aux arêtes étroites. Chacun des angles porte une réduction de l'édifice. Des niches sur toute sa surface abritent 450 statues de Bouddha. Le temple d'Ananda est indiscutablement l'un des plus élégants monuments de Bagan. Édifié par le roi Kyanzita en 1091, il était originellement dédié à la sagesse infinie du Bouddha Ananda. Selon la légende, Kyanzita aurait été inspiré par la description que des moines venus d'Inde lui auraient faite de leur temple, ce qui expliquerait les caractères architecturaux indiens de l'Ananda. Il est de plan carré,
avec 4 portails en projection et un pilier central creusé de 4 niches abritant 4 Bouddhas en bois debout. Face aux 4 points cardinaux, 2 d'entre eux, ceux du sud et du nord, sont représentés selon la rare position dite du premier serment, les mains jointes sur la poitrine. Éclairés par des ouvertures en hauteur, ils sont visibles dans l'enfilade des vestibules. Le toit est formé de 6 terrasses successives, dominées par une tour sanctuaire de type indien. Un stupa très effilé, couvert d'or et d'une ombrelle, culmine à 55 mètres. La base du temple est décorée de 1500 plaques de terre cuites illustrées. Le That Binyu est le plus haut monument du site, avec près de 65 mètres. Construit à proximité du temple d'Ananda par le roi Alangsitu en 1144, il a servi de modèle pour la plupart des grands temples suivants. Il possède des caractères originaux. Bâti sur une plateforme de 20 mètres, il n'a pas de pilier central, mais une chambre voûtée au premier étage, où se trouve une grande statue du Bouddha assis. 3 faux étages conduisent au cours Sikara, tour sanctuaire, qui est presque cubique. L'ensemble est couvert de stuc et blanchi à la chaux. La plateforme servait de monastère. Les moines vivaient dans les couloirs et des pièces aménagées sur 2 niveaux à sa périphérie. Nyanggu est le principal village des environs de Bagan. C'est un lieu de promenade agréable avec ses nombreuses boutiques, notamment ses marchands de cigares et de marionnettes, sa salle de billard birman et son marché pittoresque. Sa plus grande partie est couverte, fleurant bon les épices. On y découvre une profusion de légumes, de fruits, des pharmacies dans lesquelles tous les comprimés sont vendus au détail, des boutiques de chirot, le cigare birman, de feuilles de bétel gracieusement disposées, des échoppes de longhi, la tenue traditionnelle birmane, des poissonneries et boucheries où festoient les mouches, des cris, des rires, partout des hommes et des femmes qui mangent des soupes à la viande, au poisson, des nouilles, du riz gluant, un condensé du Myanmar. Situé à la limite ouest de Nyanggu, c'est le site religieux principal de la ville. Le stupa en forme de cloche repose sur 3 terrasses superposées. La pagode contient des reliques de Bouddha telles que l'os frontal et des répliques de la dent du Bouddha de Kandy au Sri Lanka. Comme à la pagode de Mingalesedi, les plaques de terre cuite émaillées disposées tout autour des terrasses retracent les scènes de la vie de Bouddha. Les 4 sanctuaires qui entourent le stupa central renferment 4 Bouddhas debout en bronze de 4 mètres de haut. Les statues de bronze sont des plus grandes du site de Bagan. Cette pagode a été construite comme le lieu saint de reliquaire le plus important dans Bagan. Shwezigon est ainsi un centre de pèlerinage tant pour la culture chamanique archaïque de la Birmanie que pour la religion bouddhiste plus récente. Lever du jour sur Bagan, un moment exceptionnel. On aperçoit au loin les premiers ballons qui s'élèvent au-dessus du site et se laissent dériver à la verticale des monuments. Nous passerons l'après-midi à circuler en scooter électrique sur des chemins sablonneux, de stupa en stupa, de pagode en pagode, sous un soleil puissant. La construction du temple d'Amayangi a débuté à Bagan au milieu du XIIe siècle. On la doit au roi Naratu qui aurait souhaité ériger ce temple pour expier ses péchés.
Pour accéder au trône, il avait en effet choisi d'assassiner son père et son frère aîné. Si la construction n'a jamais été achevée, c'est que Narattu a lui-même été assassiné après seulement 3 années de règne. Le temple d'Amayangi a été bâti sur le modèle du temple d'Ananda, mais il est plus massif. Il fut l'objet de beaucoup de soins. Ces briques furent frottées les unes contre les autres afin qu'aucun interstice ne fût visible et collées par un enduit végétal de composition mal connue, mais d'une extrême solidité. D'après les chroniques, le roi Narattu n'hésitait pas à condamner à mort les ouvriers qui laissaient un espace entre 2 briques. Le toit est formé de 7 terrasses successives. Le Sikara, tour sanctuaire, est réduit à sa base, peut-être parce qu'il s'est écroulé ou bien parce qu'il n'a jamais été construit. Depuis le peu de son intérieur qui reste accessible, on peut admirer ses Bouddhas jumeaux, assis et au visage d'or. Les peintures murales y sont également exceptionnelles. Nos pérégrinations nous amènent dans un village agricole du nom de Minantu, spécialisé dans la production d'huile de sésame et d'arachide, dont les maisons traditionnelles sont faites en bambou, parfois tressées pour donner plus de résistance aux murs, et construites sur pilotis, d'une hauteur d'environ 1 mètre. Tandis que les hommes sont aux champs, les femmes, quel que soit leur âge, s'y activent sans discontinuer. Découpe de la paille en résidus pour les animaux, tissage sur vieux métiers, filage sur d'anciens rouets, fabrication et consommation de churros. Le temple Lemyetna, d'un blanc immaculé, il est repeint à la chaux chaque année par les habitants du village, date du XIe siècle. Il se dresse sur une plateforme surélevée et est surmonté d'une flèche dorée de style indien, identique à celle d'Ananda. À l'intérieur, les très belles peintures murales sont originales, bien préservées, et le Bouddha a été réalisé en briques puis peint. De part et d'autre, des esprits, copie de ceux qui se trouvent dans le temple d'Ananda, veillent sur le Bouddha. La pagode Naratyapatae, perdue en pleine nature, révèle quelques beaux Bouddhas et de splendides peintures. Le 3e jour, nous prenons position au sommet d'une pagode dans l'axe du passage des ballons pour apprécier encore le lever de soleil sur la plaine de Bagan. Une vingtaine de montgolfières s'élèvent chaque jour. L'étendue du site de Bagan nous apparaît plus clairement à la montée du jour. Près de 50 km² sur la rive gauche de l'Irrawaddy. Du 9e au 13e siècle, il a été la capitale du royaume de Bagan, le premier empire birman. Occupé par plusieurs villages ou hameaux, souvent bâtis à proximité de groupes, de temples, il se trouve dans une zone sismique et a subi de nombreux tremblements de terre ayant provoqué de graves dégâts, l'un des plus importants et destructeurs ayant eu lieu en juillet 1975. Lors d'un inventaire officiel dressé par la suite, il a été identifié 2834 monuments encore existants sur un total de 10 000 à l'origine. Les structures toujours debout sont construites en briques, tandis que les bâtiments en bois comme le palais et les maisons n'ont pas survécu au passage du temps. Les autres temples et pagodes sont dans divers états, certains sont très bien entretenus et restaurés, tandis que d'autres sont négligés et envahis par la végétation. L'UNESCO a placé la zone archéologique de Bagan sur sa liste provisoire en tant que futur site du patrimoine mondial.
Tout est prétexte à un arrêt quand on visite Bagan. Le moindre shtupa, la plus petite pagode recèle des trésors, particulièrement mis en valeur dans la lumière du soir ou du matin. Dans une zone plus éloignée des temples principaux se trouve le temple Senyet Ama et la pagode Senyet Nima, également connue sous le nom des temples Frères Senyet. Le temple et la pagode ont été construits au XIIe siècle par la reine Senyet et sa sœur. À l'intérieur du temple se trouve un Bouddha dans un renfoncement arqué, assis sur un piédestal de pierre, ainsi que des peintures murales avec des représentations des histoires sur les vies antérieures du Bouddha. Juste à l'entrée de New Bagan, deux petits temples restaurés en 2006 qui ne paient pas de mine, mais à l'intérieur, un artiste y a repeint, et c'est une première à Bagan, les fresques à peu près comme elles devaient l'être au XIIe siècle. Le résultat, tout en acrylique, est impressionnant. Cela permet de nous faire une bonne idée de l'aspect original des peintures dégradées que l'on peut voir dans les autres temples. Le Damayan Zika est un grand shtupa de briques situé dans le village de Poauso à l'est de Bagan. Il a été construit en 1196. Bien que le corps du shtupa lui-même soit comparable en taille à celui de la pagode Chwezigon, sa base possède des caractères originaux. Elle repose sur 3 terrasses pentagonales décorées de panneaux de terre cuite illustrant les Jakatas, auxquels sont accolés 5 petits temples surmontés de Sikara, tour sanctuaire, le tout sur une terrasse à redans de symétrie pentagonale, et l'ensemble est inclus dans une enceinte à 15 côtés, percée d'une porte en face de chacun des temples. L'or des peintures, usées par le temps, laissant apparaître le support pourpre, donne un charme indéfinissable mais indéniable à cette pagode isolée en pleine campagne. Pour notre dernier jour à Bagan, nous avons rejoint, avant l'aube, la pagode repérée la veille. Damayan Zika, nous permettant d'assister au décollage des montgolfières et d'être dans l'axe de leur départ sur la plaine. Au pied de la pagode Piatada, un couple fabrique et laque des pots en bambou. Le temple Piatada, qui a aussi subi le tremblement de terre de 2016, est en cours de réparation.
Un gigantesque Bouddha trône à l'entrée. Un second assis est magnifiquement mis en valeur sur l'arrière du temple. Tandis qu'à l'intérieur, c'est un moment de prière et de recueillement. Aux alentours d'une des pagodes, nous croisons des femmes padong en pleine séance de tissage. Après 4 jours passés à arpenter Bagan, nous prenons un vol pour Yangon avant de nous diriger plus au sud. Très tôt le matin, nous prenons le train qui nous amènera à Moulmein. La campagne est belle, peu peuplée, verdoyante et désespérément plate. Nous faisons halte dans de nombreuses gares, mais peu de gens montent et peu de gens descendent. La chaleur devient peu à peu accablante. Fort heureusement, les vendeurs se succèdent, proposant boissons fraîches, thé ou beignets, poissons frits, pastèques et autres nourritures variées. Nous arrivons à Moulmein, qu'on nomme aussi Malomain, au coucher du soleil. 12 heures de train pour 300 km. Dès notre arrivée à Moulmein, nous avons loué des scooters, moyen de transport le plus agréable, pour nous rendre au monastère Naolabo, à 1h30 de la ville. 1 heure de moto et une demi-heure de camion-benne. Ce rocher d'or, certes plus petit que celui de Kiaitiko, mais aussi impressionnant et beaucoup moins touristique, est en fait l'addition de 3 blocs reposant précairement l'un sur l'autre. La tache noire est celle où les hommes locaux, seuls les hommes sont autorisés à toucher le rocher, ont acheté les bandes de feuilles d'or vendues à l'extérieur et les ont apposées sur le rocher. Depuis le haut de cette colline, la vue à 360 degrés est époustouflante. La pagode Mahamuni, la plus septentrionale de la chaîne des 5 pagodes qui surplombent le centre-ville de Moulmein, est la plus grande et la plus prestigieuse. On peut y voir à l'intérieur un Bouddha doré dans un écrin entièrement tapissé de mosaïques et miroirs. Tout autour, une galerie également recouverte de miroirs dans une dominante vert pâle. Autre pagode majeure sur la colline, la pagode Kiang Tanlan, construite en 876. Sa circonférence à la base est de près de 140 mètres. Elle est entourée de 34 petites pagodes zédian. C'est ici que l'écrivain Rudyard Kipling, l'auteur du Livre de la jungle, est tombé follement amoureux d'une belle birmane et en a écrit un poème célèbre. Dans son enceinte sont conservés des manuscrits bouddhiques du Tripitaka ainsi qu'une relique, un cheveu de Bouddha. C'est le meilleur endroit pour admirer le coucher de soleil sur la ville. Il est difficile de se faufiler dans les allées étroites du marché de Moulmein, essentiellement couvert, où se vendent toutes les denrées que l'on trouve ailleurs au Myanmar. Dans l'allée de la viande, on voit des bouchers s'attaquer au dépeçage d'animaux entiers. Le tout est étalé ou pendu à des crochets. Des viscères traînent sur le sol entre lesquels nous voient des rats. Après 2 nuits à Moulmein, la ville la plus au sud de notre périple, nous embarquons pour une navigation de 4 heures sur le fleuve Salwen.
Le complexe monastique de Unaok, édifié à la fin du XIXe siècle, est composé d'un monastère, de 2 pagodes et d'un temple. C'est un des joyaux du sud du pays. Le lieu est d'une élégance rare. Nous entrons d'abord dans le temple Mahamuni, avec sa façade blanche finement ciselée et son superbe Bouddha doré. Puis la pagode Nakeichitu et ses très beaux plafonds en bois rouge, ainsi que son alignement de Bouddha assis. Et nous finissons par le clou du spectacle, la pagode Dipinkara. Superbe plafond à caissons ornés de nattes, très beau Bouddha doré, colonnes scintillantes couvertes de petits miroirs. Les fresques en bois sculpté racontent la vie de Siddhartha alors qu'il n'était encore qu'un simple prince. Au fur et à mesure que nous approchons de Pahan, les montagnes karstiques se dressent à droite et à gauche du fleuve. Nous croisons des trains de bambou tractés par de fragiles embarcations locales, quelques pêcheurs et de bruyants bateaux dragueurs de sable. Nous posons pied à terre à Pahan après 5 heures de bateau. 4 jours à Pahan, 4 jours en scooter pour découvrir cette perle du sud du Myanmar, encore assez peu touristique, mais connue pour ses paysages karstiques, ses rizières et ses grottes étonnantes. Nous commençons par une visite de la grotte Kaut Katong, qui ne se révélera pas être la plus impressionnante. Le principal intérêt de ce temple réside dans sa file de Bouddhas qui se succèdent sur plusieurs dizaines de mètres. Ils illustrent l'aumône quotidienne des moines auprès de la population locale, leur procurant du riz. Monsieur Guy, expliquez-nous. À partir de maintenant, on va traverser une rivière de merde. Et on espère en sortir lavé de tout. Allez, go! La grotte de Sadan est d'une toute autre dimension, tant par la taille que par l'aspect. Une grotte exceptionnelle qui s'enfonce dans les entrailles de la montagne. À l'intérieur, de nombreuses reliques, statues et autres nattes. De magnifiques stalactites, des salles gigantesques peuplées par des centaines de chauves-souris, des parois brillantes de calcite, des boyaux et des compressions calcaires. Les Birmans sont nombreux à venir s'y recueillir et prier. Mais le plus impressionnant demeure la sortie. Après avoir marché pieds nus dans la pénombre sur un sol de terre, de roches et de guano, nous sommes illuminés par la beauté du paysage que nous découvrons. Un lac, des rizières, des embarcations bariolées, le calme et la sérénité. Sans nous en apercevoir, nous avons traversé la montagne et on est passé de la pénombre de la grotte à une explosion de teintes. Les différents verts des rizières, le rouge éclatant des bougainvilliers, la blancheur crémeuse des nuages se reflétant dans l'eau du lac, tout nous apparaît abruptement. Pour rejoindre notre point de départ, nous franchissons à nouveau la montagne en barque, en nous glissant dans une faille sous l'ensemble du bloc. La beauté de cette région est exceptionnelle. Une féerie karstique, plantée au cœur de rizières, au ton d'un vert presque fluo, des champs jaune-orangé, des canaux d'irrigation qui strient les cultures, des moutonnements de forêts sur les collines. Et le coucher du soleil, somptueux, vient couronner la journée. Le jour suivant,
Nous sacrifions à notre rituel, celui de la visite du marché local, meilleur moyen de prendre le pouls du lieu. Beaucoup de restaurants de rue et des nourritures parfois étonnamment colorées. Aujourd'hui, c'est le nouvel an chinois, les offrandes sont en place. Dans l'après-midi, nous prenons la route du sud pour nous rendre au pied du mont Zwekabine et les jardins Lumbini, qui contiennent non pas des fleurs, mais plus de 1100 statues de Bouddha identiques et parfaitement alignées. Puis nous rejoignons ensuite la pagode Kyokaklat, devant laquelle, sur un étang, des travaux titanesques de réalisation d'un pont sont en cours. Le monastère se dresse de manière quelque peu improbable sur un piton rocheux au centre d'un lac artificiel. Plus étroite à sa base qu'à son sommet, on pourrait presque craindre sa chute à tout moment. L'île est accessible par une passerelle en bois et les visiteurs sont autorisés à monter jusqu'à mi-hauteur de l'affleurement. C'est un monastère actif et un site de méditation. Le lac, quant à lui, est bordé d'arbres pluviaux en surplomb et fréquenté par les aigrettes, les cigognes et les hérons, ainsi que les pigeons omniprésents. Le minuscule sanctuaire à mi-hauteur de la roche offre une vue magnifique sur le lac, la rizière environnante et Zwekabine à proximité. Choingmyo Pagoda, c'est le temple le plus important de la ville. À son entrée, des jeunes filles réalisent et vendent des colliers de fleurs. Le monastère n'est pas particulièrement spectaculaire, mais de son esplanade, on a une vue fantastique sur le fleuve, les locaux faisant leur lessive, les vendeurs de cacahuètes, les bateaux qui vont et viennent. Dernière grotte que nous avons choisi de découvrir, Laogun et Yatapian. La première est un fantastique joyau caché, dans laquelle des centaines de petits bouddhas d'argile recouvrent les parois et le haut de la caverne. La paroi rocheuse de ces magnifiques grottes est entièrement sculptée d'effigies bouddhiques. Au fond, une caverne datant du 7e siècle abrite des bouddhas représentés dans toutes les positions. Les grottes se situent à 2 km de Pagat, le long de la rivière Salwen. La seconde, Yatapian, est une grotte plus grande et plus haute que la précédente, où le même roi a fait construire plusieurs pagodes. On y arrive au milieu des cris, des oies et des singes. À l'intérieur, parmi les pagodes et les grands bouddhas, des centaines de petits bouddhas en terre cuite ornent également les parois. Quand on traverse intégralement la grotte, après plusieurs centaines de mètres et de marche, on débouche en surplomb sur une vue époustouflante de la campagne et des rizières environnantes. Et nous nous offrons un dernier coucher de soleil enflammé sur cette somptueuse région du Myanmar, encore à l'abri du tourisme de masse.